Alors, bonjour et bienvenue dans ce nouveau collab qui aura pour sujet aujourd'hui l'accompagnement des enfants qui ont des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité dans le cadre des apprentissages. Donc, on va essayer de questionner aujourd'hui pour essayer d'apporter des expériences déjà sur comment, dans le cadre des apprentissages, on peut apporter des solutions pour que cela se passe de la manière la plus sereine possible. Des aménagements et autres. Excusez-moi, j'ai un peu du mal. Vous me couperez tout ça, mesdemoiselles, d'accord? Alors aujourd'hui, pour ce faire, donc, nous allons échanger avec Véronique, qui nous a déjà accompagnés sur des émissions précédentes. Est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, Véronique? Donc, bonjour, je m'appelle Véronique. Je suis la maman d'une petite fille qui a 7 ans et qui est au COURPI depuis le CP. Donc là, elle est en classe de CE1. Et effectivement, je pense qu'on parlera parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis la première émission. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Il y a eu un grand cheminement, une belle évolution. Exactement. Et puis, pour nous accompagner aujourd'hui, j'ai demandé à Mintu de venir et de participer à cette émission. Alors, Mintu, on a travaillé ensemble dans le cadre d'un ITEP, mais tu as plein d'autres expériences. Donc, tu t'occupais, tu vas nous le redire, dans cet ITEP, des plus petits. Voilà. Alors, j'ai travaillé en ITEP en même temps que toi, Charlotte, pendant 7 ans. Et je m'occupais des enfants de 6 à 10 ans à peu près. Donc on parle d'enfants avec des troubles du comportement. Tu avais combien d'élèves en moyenne? Ça allait jusqu'à 10-12. D'accord. 10-12 on va dire. Pas forcément à temps plein dans la classe. D'accord. Et tu as eu d'autres expériences. Donc tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Ouais. L'expérience d'avant, donc je suis enseignante. Donc j'ai fait 4 années en école élémentaire, en CP notamment. Et encore avant, j'étais infirmière. J'ai travaillé longtemps en hôpital, notamment en hôpital psychiatrique. D'accord, donc tu as un regard beaucoup plus large que juste celui du prisme de l'enseignant. D'adultes, de jeunes adultes et d'adolescents avant. D'accord. Et depuis 9 ans maintenant, je coordonne une Ulysse école dans une école ordinaire, une école élémentaire de Montpellier. Donc tu es devenue enseignant spécialisé. Tu as passé qui s'appelait anciennement le CAFIPEM, aujourd'hui qu'on appelle le KPI. Le KPI. D'accord. Le KPI depuis 10 ans. D'accord. Et est-ce que tu peux justement nous expliquer un petit peu comment ça se passe dans ta classe, combien tu as d'élèves? Oui, dans cette classe-là. Aujourd'hui. Une Ulysse, en fait, ça accueille jusqu'à 12, 14 élèves avec une notification de la MDA, d'accord, une notification Ulysse. Et l'objectif principal de l'Ulysse, c'est l'inclusion. C'est pouvoir aller dans une classe ordinaire, dans une école, avoir sa place à l'école, tout simplement. Donc tu dois travailler avec tes collègues pour coordonner les temps d'inclusion. Je vais assurer là où les enfants ne peuvent suivre dans leur classe, donc essentiellement les apprentissages en français et en maths. Comme de la remobilisation, donc du soutien, de la remobilisation. En français et maths, c'est vraiment des apprentissages purs et durs. D'accord. Il y a un décalage avec le niveau de leur classe d'âge. En revanche, ils vont pouvoir aller accompagner ou pas, préparer ou pas, dans leurs cours, dans leur classe, en histoire, en géo, en sciences, en EPS, en anglais, etc. Et tu as des profils très différents d'enfants? Il y a des enfants avec des troubles de l'attention, des enfants porteurs de TSA, des enfants avec des déficiences plus ou moins légères ou plus ou moins sévères, des enfants en attente d'IME, et des enfants avec des troubles du comportement suffisamment importants pour que la présence en classe ordinaire soit compliquée. Et donc, du coup, l'Ulysse vient comme un repli. D'accord, donc c'est un refuge. Un refuge, pour apaiser aussi, pour mettre l'enfant. Et un lieu de consolidation. Ouais. Consolidation, et puis repli. Je pense que le mot repli est assez juste. L'enfant vient ici pour se ressourcer. Tu disais que c'est un peu comme ça que tes collègues perçoivent aussi l'espace dans lequel tu accueilles ces enfants. Quand c'est trop compliqué, la classe, avec le grand nombre d'enfants, ils peuvent venir en Ulysse avec moi. Voilà. Donc plein de facettes et plein de possibles pour cet espace d'apprentissage. Qui va vraiment s'adapter à chacun en réalité. C'est très individualisé. D'accord. Ok, très bien. Alors je vous propose que toutes les trois, on reprenne un petit peu justement
les éléments qui pourraient caractériser un petit peu ces enfants qui ont des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Comment est-ce que ça peut émerger? Avant qu'on entre dans le vif du sujet, c'est bien de repérer un petit peu comment ça se manifeste. Est-ce que, Véronique, vous pourriez nous indiquer, par exemple, au niveau moteur, est-ce qu'il y a des éléments caractéristiques que vous retrouvez, qui débordent, qui dépassent, dans le cadre des apprentissages? Oui, bon, la situation a bien évolué, mais c'est vrai que, par exemple, l'année dernière, ça se traduisait par une agitation motrice excessive, c'est-à-dire que ma fille ne tenait pas sur sa chaise, elle avait besoin de se lever, elle pouvait aller étudier sur son lit, par terre, il y avait besoin de bouger. Maintenant, ça s'est beaucoup plus apaisé, c'est-à-dire qu'elle est capable de faire des séances de peut-être 1 heure à son bureau. Alors, quand elle n'est pas confortable avec la matière ou qu'elle n'a pas tellement envie d'étudier, ça se manifeste toujours au niveau de l'agitation des jambes, par exemple, mais elle va plus se lever constamment de son bureau. C'est essentiellement ça, en fait. Ouais. Ben justement, on va essayer aujourd'hui, ça c'est une très belle expérience, justement une très belle évolution à travers certains éléments comme le cadre, on va l'envisager de différentes manières, qui était l'objet de notre première émission avec les enfants qui ont des troubles de l'attention et avec ou sans hyperactivité. Comment c'est possible justement dans ce domaine des apprentissages de le mettre en place et de quel cadre on parle dans ce cas-là? Et justement, votre expérience va être très importante puisque vous avez participé à la première émission et qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de cheminements. Et puis que vous nous en reparlerez, vous questionniez même sur le sens de ce cadre, sur la représentation de ce que pouvait être ce cadre et qu'est-ce que vous avez pu et su mettre en place comme outils qui vous ont permis d'aboutir à cette sérénité et cet apaisement dans le cadre des apprentissages avec Sophia. Alors, on a vu du coup qu'il y avait des aspects moteurs. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qu'on peut repérer? L'agitation. L'agitation, oui. Puis il y a le temps nécessaire pour entrer dans l'activité et pour se poser. Voilà, ça peut prendre 30 minutes. Et puis, petit à petit, c'est vrai que l'enfant peut rentrer de plus en plus vite et s'installer de plus en plus rapidement. Donc, il y a l'engagement. Tu parles de l'engagement, dans l'entrée, l'engagement dans l'activité. Ça, c'est quelque chose de repérable. Le temps qu'il faut à un enfant pour se rendre disponible, en fait, pour l'activité qu'on lui propose. C'est bien ça. Ça peut être très long au départ. Et puis, petit à petit, on peut vraiment gagner en temps là-dessus. L'enfant sera de plus en plus disponible pour entrer dans cette posture d'élève. Pour se mettre au travail. Donc, je partage complètement parce que je vois il y a encore quelques mois, elle refusait en fait de se mettre au travail. Ça pouvait, donc tout était prétexte à jouer en fait. Donc elle s'échappait même physiquement du lieu de travail. Et aujourd'hui, elle sait que dès qu'on est prête, on commence l'école. Et elle se met d'elle-même en fait à son bureau et on peut commencer à travailler. Alors des fois, il y a encore besoin d'un temps d'adaptation, mais c'est plus je m'échappe et puis et je veux pas travailler du tout, quoi. Et au niveau cognitif, sinon, comment se traduit justement il y a des aspects souvent qu'on repère de désorganisation, du mal à s'organiser, du mal. Il y a tous ces aspects cognitifs qui sont repérables aussi Enfin, c'est vraiment très fréquent. Ce que vous évoquez, madame, je pense que le cadre aussi que vous avez mis en place est très repérant en fait. Et il a permis à votre fille Sophia de comprendre et de se repérer vraiment. Et petit à petit, elle repère, elle voit et elle comprend et elle accepte de se mettre au travail. Vous voyez, et c'est ce cadre qui peut paraître un peu sanctionnant, un peu enfermant, finalement, il lui permet de prendre des repères, sa balise, et elle voit, elle comprend, c'est maintenant aussi, et elle s'échappe de moins en moins. Je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus. Ce qu'on va aller explorer, c'est justement
comment on va pouvoir, on reste un peu mystérieuse, mais là, on va essayer de vraiment réfléchir à comment et par quels outils. On ne va pas tout dévoiler pour le moment. On va essayer de repérer un petit peu les éléments qui pourraient aussi indiquer aux parents que leur enfant pourrait avoir des troubles de l'attention. Comment est-ce que c'est repérable ? Il y a de l'impulsivité aussi bien souvent. Par exemple, dans les réponses à donner, quand on pose une question. Avoir du mal ça va plus vite, non ? Il y a ce débit de parole, dire plus vite la pensée qui va très très vite. Il y a pas tout ça qui est difficile à canaliser, oui. Voilà, canaliser, c'est-à-dire vraiment organiser pour que l'enfant puisse porter son attention vers l'endroit où on veut aller, plutôt que vers tout ce qu'il peut y avoir autour de lui. Donc l'espace de travail. Et au niveau du temps dont tu parlais, il y a l'entrée du temps dans l'activité, mais il y a aussi la gestion du temps, me semble. Est-ce qu'il y a des moments où la gestion du temps dans ce que vous disiez, hein, le temps qui est possible pour être consacré à l'activité? Est-ce que c'est un temps de concentration? Il y a souvent aussi le temps de concentration qui est pointé du doigt. Un enfant hyperactif, dans ce qui est dit, et bien souvent, c'est qu'il a du mal à se concentrer longtemps. Il y a tout cet aspect-là. Enfin, est-ce que vous avez vu une évolution, vous, justement? Oui, mais il y a quand même quelque chose qui reste tangible tout le temps, c'est-à-dire qu'il faut la remobiliser très souvent en fait sur l'activité, parce que soit c'est des distractions qui sont à côté, comme on travaille dans sa chambre, ou soit, par exemple, dans le cadre de la lecture, auparavant, on utilisait la réglette en fait pour lire quand on en avait besoin, parce que souvent, elle pouvait sauter une ligne, elle pouvait sauter des mots, ou elle inversait des syllabes, etc. Et on a abandonné la réglette, je veux dire naturellement. Et puis, quand je voyais qu'elle avait du mal à se concentrer sur la lecture, je lui ai proposé en fait de suivre en fait la lecture avec son doigt quand elle sentait que c'était nécessaire. Et effectivement, maintenant, elle le fait naturellement. Quand elle voit qu'elle est un peu perdue, elle met son doigt et la lecture s'est vraiment améliorée, en fait, de la fluidité, etc. Donc, elle a trouvé des ressorts elle-même et des outils qu'elle a adaptés en fonction de son évolution et de sa progression. Je sens qu'on est dans les starting blocks toutes les trois pour vraiment aller creuser sur les outils. Hein bien sûr, c'est le début d'un échange et d'une discussion, que vous pourrez nous apporter des commentaires aussi sur d'autres éléments qu'on peut observer sur ces enfants hyperactifs et ayant des troubles de l'attention. Ce que j'aimerais, l'idée du jour, ça a été un petit peu de m'appuyer sur un article d'une enseignante spécialisée qui s'appelle Claudine Ourgan-Lian, qui a produit beaucoup d'écrits. On en avait vu sur la question de l'adossement dans le cadre, la question du contenant aussi, comment contenir l'enfant dans le cadre des apprentissages. Il y a plein de réflexions autour de ça. Je me suis appuyée sur un article d'elle qui avait pour objet, du coup, et pour sujet, comment poser le cadre et ce que cela signifiait. Et cette enseignante spécialisée qui a produit beaucoup d'écrits envisage plusieurs images autour du cadre. La première image sur laquelle on pourrait s'appuyer comme fil conducteur, c'est un petit peu d'envisager le cadre comme en fait l'ossature d'une bicyclette, à savoir que cette ossature et ce cadre est un élément fixe autour duquel il va y avoir un cheminement d'activité au niveau des apprentissages qui bouge. Donc, qui est un élément stable. Donc l'idée, c'est d'aller chercher, d'aller creuser quels sont ces éléments stables autour desquels vont pouvoir s'organiser tout ce mouvement des apprentissages. C'est ce qu'elle dit, ce qui va pouvoir permettre d'apporter une certaine stabilité dans la discontinuité, en fait. Quand on est emporté par le flow, quand on a l'impression que, il s'agit de progression à mettre en place, il s'agit de temps, d'avoir l'impression d'être toujours en retard. Comment et quels éléments vont être identifiables? Alors voilà, c'est ma question pour toutes les deux. Donc on va pouvoir parler là de certains éléments stables qui reviennent et qui vont permettre de poser un cadre repérant, identifiable par l'enfant, pour qu'il ne perde pas pied.
dans le cadre de ces apprentissages. Est-ce que justement vous avez envie de commencer, Véronique? Oui. Qu'est-ce que vous verrez? Alors c'est vrai, lors de la première émission, on avait parlé du cadre, c'était quelque chose d'un peu d'émuleux et fondamentalement je me disais, mais oui, le cadre, on l'a, en fait, c'est pas le problème, c'est l'enfant qui veut pas rentrer dans le cadre. Et au fur et à mesure en fait, de nos échanges, Charlotte, et puis de l'accompagnement qu'on a eu par ailleurs pour notre fille, on s'est vraiment rendu compte que le cadre dont elle avait besoin, il n'y était pas vraiment. Et je dirais que c'est plutôt, c'est pas au niveau forcément des apprentissages, mais c'est au niveau de notre famille que le cadre, il a beaucoup évolué. Et ce qui fait que l'évolution positive, elle s'est traduite au niveau des apprentissages. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement comme élément récurrent, stable et repérant? Dans le cadre des apprentissages, de mon côté, fondamentalement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, si ce n'est que quand je vois qu'une activité peut coincer, que ça va être trop long, je suis beaucoup plus flexible. D'accord, vous réaménagez. Oui, je réaménage. Alors, ça dépend, parce que des fois, je vais jusqu'au bout de l'activité, mais avant, j'avais plus tendance à, coûte que coûte, j'allais jusqu'au bout, même si ça bloquait, alors que maintenant, je suis plus flexible. Alors moi aussi, je vais être très très flexible et je vais inverser ma préparation, parce que je pense que là, vous touchez à quelque chose d'intéressant. On va oublier la bicyclette et on va prendre la deuxième image de Claudine Ourganlian et on va parler de ce que vous me dites. Là, vous me parlez de vous, de votre posture. C'est votre posture qui a changé. Donc je sens que c'est ça dont on doit parler maintenant et c'est pas un problème. On va parler de ça maintenant. Alors, tout le monde oublie la bicyclette. C'est dommage. C'est dommage, mais on y reviendra, parce qu'on y reviendra. On y reviendra aux éléments stables et on en reparlera. Mais effectivement, comme on l'avait dit lors de la première émission, les parents ne sont pas responsables des troubles de l'attention. Les parents ne sont pas responsables de tout ce qui se met en place comme ça. Mais par contre, ce que l'on peut dire, et les études le prouvent, c'est qu'ils peuvent avoir une influence dans leur accompagnement sur le fait que ça se passe mieux, que ça se passe d'une manière beaucoup plus sereine. Donc ils ont un rôle à jouer pour que l'accompagnement soit bénéfique. Donc, envisagez maintenant ce cadre plutôt que comme une bicyclette. Envisagez-le comme l'image d'un cadre photographique dans le domaine pictural, où là, du coup, on va parler de la posture de l'adulte. Qu'est-ce qu'il peut mettre en place comme un photographe, un scénariste, un réalisateur? Il va mettre en scène, il va travailler sur le décor. Donc il y a des choses, je vous dis toutes ces images pour que ça fasse écho en vous à certaines choses au niveau justement, il va permettre certains aménagements, il va travailler sur le décor. Il a un rôle à jouer dans ce contexte un peu de film ou de photo. On aurait le réajustement du cadre. On aurait aussi le rôle que chacun peut avoir. Vous nous parliez de la posture de l'enfant et de la posture de celui qui enseigne. Donc, est-ce que, c'est un petit peu cet univers-là et ce point de vue-là qu'on peut aborder. Du coup, réfléchir un petit peu sur, puisque le rôle de l'adulte a un impact, tout à fait. Alors, questionnons-nous maintenant sur justement quel va être ce rôle. Est-ce que Mintu, tu t'es justement en travaillant et en évoluant, tu peux... Je reviens juste sur le cadre du vélo. Il y a effectivement un cadre temporel, d'accord ? Il y a l'espace, l'endroit où l'enfant va travailler qui peut changer pour évoluer et pour lui permettre de bouger tout simplement. Et puis il y a nous l'adulte qui l'accompagnons, vous, ou moi en tant qu'enseignante, d'où la posture. C'est ça ? Oui. Et Charlotte, tu parles de Claudine Ourganlian, c'est intéressant parce qu'elle décrit plusieurs fonctions contenantes, une fonction d'adossement, d'endossement. Et c'est toutes ces fonctions-là, toutes ces postures qui peuvent évoluer petit à petit. On peut partir d'une fonction très contenante. Un enfant qui ne tient pas assis, on s'assied à côté de lui, on fait avec lui. Et petit à petit, on va juste être avec lui, à côté. Et petit à petit... Ça part aussi des représentations, parce que dans le cadre de l'enseignement, même en étant jeune enseignante,
en ayant été élève, on a une représentation un peu frontale, ce qui ne marche pas forcément. Et en tout cas, quand ça ne fonctionne pas, on va essayer comment faire autrement. Et c'est vrai que s'asseoir à côté d'un enfant, mettre son doigt, comme vous disiez, pour lire, au départ, ça peut être le doigt de l'adulte, et petit à petit, le doigt de l'enfant, et puis après, il n'y aura plus de doigt du tout. Toutes ces postures, elles vont évoluer vers l'autonomie de l'enfant. Oui, et tu m'as dit quelque chose de très intéressant, Mintu, qui m'a qui m'a fait réfléchir sur, tu disais, justement concernant l'autonomie, puisque c'est un peu l'objectif final, qu'un enfant devienne autonome dans les apprentissages et dans la vie en général, en étant outillé de ses apprentissages, c'est un peu un objectif en soi. Tu m'as parlé on travaille à notre propre disposition. Alors, ça m'a choquée en même temps. Alors, je parlais d'une posture d'accompagnant pour que l'enfant devienne autonome, qu'il n'ait plus besoin de nous pour apprendre. C'est ça. Je développe? Oui, tu développes, s'il te plaît. Et bien, ça reprend ces histoires ces postures dont tu parles et ces fonctions. Une fonction hyper cadrante, contenante, accompagnante, soutenante, là où l'enfant vient s'adosser à nous, là où même nous, adultes, on va endosser une part de la responsabilité. Je t'en ai trop demandé. C'est pour ça que c'est difficile ou ce n'est pas le moment, peut-être. Petit à petit, toute cette portance, vous comprenez ce terme, portance, c'est-à-dire qu'au départ, vous, maman, ou moi, enseignante, on va porter cet enfant. Petit à petit, ça peut être ce cadre qui va le porter, et encore plus loin, les apprentissages, où l'enfant va de lui-même s'engager. C'est ça qu'on vise, en fait. Enfin, c'est ça que je vise en tant qu'enseignant, et certainement ce que vous visez, vous, en tant que maman. Ouais. Alors, je réponds. Donc, en fait, ma disparition en tant qu'accompagnante, voilà, en tant que... Oui, c'est ça, en tant que contenant. Est-ce que, justement, si on parle d'autonomie, et là, il y a aussi cette question de distance qu'on peut avoir. Parfois, comme tu le disais, il y a des activités, et c'est important, justement, dans la posture de l'adulte, de repérer certaines activités qui vont nécessiter, parce qu'il y a une difficulté, par exemple, d'être tout proche. Tu vois, on appelle ça la guidance. Vraiment, comme on fait avec un petit enfant, donc de repérer, justement, et que pour certaines activités qui mettent l'enfant dans une zone, qui le place dans une zone un peu inconfortable, un peu compliquée, et des zones difficiles à aller apprivoiser, où là, l'enfant va avoir besoin, même physiquement, que l'on soit prêt, physiquement, et parfois même que l'on montre, que l'on fasse. Il y a Est-ce que vous repérez des activités pour lesquelles, justement, ça va être nécessaire d'être tout proche de Sophia, ou alors, à d'autres moments, ça va être important d'avoir une plus grande distance, et pourquoi? Sur certaines activités, c'est important, même symboliquement, de montrer une distance physique. Est-ce que vous repérez des activités comme ça où il faut être proche, ou d'autres, on peut être loin? Aujourd'hui, de base, on est quand même plutôt proche, c'est-à-dire qu'il y a encore besoin de beaucoup d'accompagnement, mais notre objectif, c'est de l'amener justement vers l'autonomie. Et petit à petit, dans certains exercices, par exemple lorsqu'elle doit recopier des phrases ou faire simplement un exercice, je lui dis, bon, maintenant, voilà, tu te mets dans le calme, parce que sinon elle parle tout le temps en fait. Donc tu te mets dans le calme et tu fais ton exercice toute seule. Et ça, on le fait de plus en plus régulièrement. Et vous prenez de la distance physiquement? Non, mais je me bois mon eau chaude. Voilà. C'est une petite tisane ou un petit thé pédagogique. Donc ça, c'est une posture, c'est conscientisé. Vous le faites à dessein. Est-ce que toi aussi, dans tes actions, Mintu, consciemment, oui. Donc tu choisis d'une manière éclairée d'être proche physiquement ou d'être plus loin? On peut, selon les enfants, on connaît les enfants avec lesquels on travaille, d'accord? Et moi, je sais à l'avance qu'il y a des activités qui peuvent mettre l'enfant en insécurité. Il va paniquer, il pourrait même s'effondrer si je m'éloigne. Ça dépend des enfants. Ça peut être pour certains enfants, par exemple, de la résolution de problèmes en mathématiques. Il a tellement peur d'être en échec qu'il peut soit fuir, soit vraiment paniquer. Et là, on peut être proche. Et on peut même le rassurer en amont et lui faire en sorte qu'il ait confiance en lui.
et lui donner envie de réussir avec moi, avec vous, ou seul, petit à petit. Voilà. Cerner ces petits moments où l'enfant peut avoir peur de ne pas réussir, et l'accompagner de moins en moins. Est-ce que je réponds à ta question, Charlotte? Oui, tu réponds à ma question. Et est-ce qu'il y a besoin justement de le signifier? Moi, ça m'arrivait, par exemple, de dire expressément, être explicite. Tout à fait. On aborde un nouvel apprentissage. Tu ne sais pas encore le faire. C'est normal, c'est difficile. C'est même particulièrement difficile. N'aie pas peur. Et il y a aussi ce que j'ai repéré. Est-ce que tout au long de la tâche, puisque là on parle de la tâche à accomplir, il y a besoin de comment accompagner tout au long de la tâche pour aider l'enfant à tenir, l'enfant qui est en insécurité. Il y a besoin peut-être de réassurer, d'un feedback tout au long de la tâche. Ça, est-ce que vous le... Alors, moi, j'ai un exemple précis parce que lors du dernier devoir de français, par exemple, il y avait un exercice où elle devait encadrer un certain son. Et donc, de base, je m'assure qu'elle ait bien compris l'intitulé de l'exercice parce que souvent, le problème se situe là. C'est-à-dire qu'elle peut partir tellement loin dans ses pensées que des fois, je lui demande alors, qu'est-ce que tu as compris? Et comme ça, plusieurs fois, elle relit parfois plusieurs fois l'intitulé de l'exercice jusqu'à ce qu'elle ait compris. Mais ça ne suffit pas parce que selon les dispositions dans lesquelles elle est, au fil de l'exercice, il y a besoin de lui rappeler pourquoi elle fait cet exercice, parce qu'elle peut avoir oublié. Tout à fait. C'est-à-dire qu'elle continue à lire, et je lui dis, mais alors attends, rappelle-moi, qu'est-ce que tu dois faire là pour l'exercice? Ah oui, c'est vrai. Et puis comme ça peut arriver plusieurs fois en fait. Donc il faut quand même être présent parce que pour s'assurer qu'elle a à l'esprit ce qui doit être fait. C'est très important ce que vous dites et j'aimerais le relever. Il y a 2 éléments. Il y a déjà en amont, vous vérifiez qu'elle soit disponible pour ces apprentissages-là, dans ce que vous nous avez dit. Et ensuite, une deuxième chose, c'est au niveau de la consigne. Vous dites, vous assurez qu'elle ait bien compris la consigne. Donc, est-ce qu'il y a des choses concernant, on peut aborder un peu ce thème de la consigne. Vous dites que vous lui faites relire plusieurs fois pour vous assurer qu'elle a bien compris les termes et l'objectif de la consigne. Il y a aussi, est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à la consigne? On peut, enfin moi j'aime bien procéder comme ça, c'est demander à l'enfant, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire? À ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Et lui faire reformuler en fait. Déjà en voyant l'exercice, avant même de lire la consigne ou de l'expliquer, demander à l'enfant, à ton avis, qu'est-ce que tu vas devoir faire là? Et ça met tout de suite l'enfant en situation d'apprentissage. Là, il faut que je surligne le son, par exemple les lettres O, I qui font OA. Par exemple, c'est pas tout à fait ça la consigne, je te montre, je t'explique. Oui, tout à fait, tu as raison, c'est exactement ça qu'il faut faire. D'accord, donc tu valides, invalides, jusqu'à ce que les termes soient bien... Et ça, je trouve que ça rend l'enfant vraiment acteur. C'est ça que je voudrais faire. D'accord. D'accord, donc une fois que les choses sont bien posées, que l'enfant est en confiance, tout au long de la tâche, on peut faire des feedbacks aussi. Je valide si l'enfant en a besoin, s'il est dans le cadre d'une activité, d'une tâche à accomplir qui peut lui poser problème, sur laquelle il ne serait pas en confiance. Donc valider, invalider. Parfois, pour ces enfants, il y a aussi une difficulté que j'ai pu repérer, c'est d'aller jusqu'au bout. On va être clair. Qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a ça? L'aspect de la ténacité, qui était très très récurrent. Comment l'aider justement Est-ce que vous avez des petites recettes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Souvent, ça arrive de moins en moins quand même parce qu'elle se met plus volontiers dans la tâche. Mais quand je vois que ça va être long, qu'elle se dit elle-même que ça va être long, je lui dis écoute, tu finis et après on fait une pause. Et ça permet d'avancer. Donc ça permet aussi à l'enfant de savoir, donc de planifier.
On pourra revenir sur ce plan de travail par la suite dans les éléments qui me semblent justement stables, dans les outils qui me semblent stables. Ça me semble très important. Et puis là aussi, ça veut dire que Sophia sait qu'elle va avoir un pont pour se ressourcer, un espace sur lequel voilà, il va y avoir une coupure. Et peut-être aussi d'identifier que là, il va falloir y avoir de la concentration et qu'après... Et c'est vrai qu'encourager, valoriser, souligner les réussites au cours de l'exercice, hein, ça permet à l'enfant de ne pas relâcher. Et puis si l'enfant relâche, peut-être que l'exercice est trop long et qu'on peut, c'est ce que je disais, la fonction d'endossement, se dire, je te propose un exercice qui est trop long, c'est bon, tu as compris, tu peux t'arrêter. Ou mettre un timer et dire, bravo, tu es allé au bout, 10 minutes, c'est bon, tu as réussi. D'accord, donc refixer des objectifs, réadapter des objectifs. Trop contraignant, parce que c'est vrai que des fois c'est long pour un enfant. Permettre aussi autrement, peut-être ? Oui, parce que toujours dans le cadre d'un devoir, parce que c'est souvent là où justement il y a plus de contraintes pour Sophia, c'est que on peut commencer, je lui demande, bon voilà, tu fais tel exercice, et si je vois qu'elle bloque, je lui dis, bon écoute, celui-là on le fera plus tard, ben, on va faire un autre exercice, où je sais qu'elle va s'y mettre plus facilement. Donc là c'est pareil, c'est de la flexibilité en fait qui vont permettre d'avancer. Ça veut dire que vous avez accepté dans votre cheminement aussi de lâcher sur certaines choses. Ouais. Et que l'objectif, ça a été plus de travailler petit à petit la posture d'élève, être dans le faire, plutôt que faire coûte que coûte et envers et contre tout. C'est ça. Donc, alors, justement, au niveau du rythme dont vous nous parliez, quand il s'agissait d'aider l'enfant à aller jusqu'au bout de la tâche, vous parliez dans la planification et la perspective de montrer qu'il y avait autre chose après. Est-ce qu'au niveau de ce rythme-là, comment est-ce que l'adulte peut réfléchir justement le déroulé d'un temps d'apprentissage qui serait sur une matinée, une journée? Est-ce que l'adulte peut agir là-dessus, peut le penser en amont? Ce dont vous parlez, ça s'approche de la pédagogie Freinet, des plans de travail. C'est vraiment, il y a ça à faire. Et finalement, si tu ne peux pas faire ça, tu peux faire ça d'abord. L'objectif, c'est que sur la journée, tout ceci soit fait. C'est bien ça. Hein. Oui, oui. Et donc déjà, ça, c'est une belle organisation. Et dans le... Flexible. Est-ce que vous préparez en amont justement, est-ce que vous organisez? Comment vous faites? Vous préparez en amont un petit peu? Pas nécessairement, et la plupart du temps non, parce que je suis vraiment le déroulé du cours. Quand il y a besoin, ça peut arriver qu'on regarde des petites vidéos associées au sujet. Mais sinon, moi de base, le matin, je vais faire du français, de la culture du monde et de l'anglais. Pas forcément tous les jours, mais ma matinée, je l'organise plutôt de cette façon. Et l'après-midi, avec son papa, elle va faire des maths. Mais selon comment ça se passe, si on voit qu'elle a besoin de temps disponible pour faire certaines choses en maths, et ben on va mettre les maths le matin. Donc on se laisse de la flexibilité aussi au niveau de l'organisation. Et est-ce que toi, Mintu, donc dans cette expérience actuelle ou dans d'autres expériences, est-ce que justement, comment ça se passait au niveau de la planification du travail? Est-ce que les enfants avaient une part là-dedans ou est-ce que c'était complètement extérieur à eux? A priori, ils n'ont pas vraiment de part parce que moi j'ai plusieurs contraintes et plusieurs élèves et plusieurs progressions, parce que c'est vraiment selon le niveau de chacun. Ensuite, si l'enfant a besoin, là tout de suite, et qu'il ne peut pas, par exemple faire des mathématiques, et qu'il a envie de lire, et ben qu'il lise, ce n'est pas grave. Vous voyez, tu vois, s'il n'a pas terminé, par exemple, une écriture, donc ça peut être, on peut parler de graphisme ou d'écrire une histoire, et qui veut absolument reprendre son histoire et pour continuer à inventer son écrit, et ben qu'il poursuive son écrit. C'est finalement tant mieux, parce qu'il s'empare, lui, de son parcours scolaire. Il devient acteur. C'est pas uniquement l'enseignant qui décide que, quoi. Non. Et justement, par rapport à cette posture, tu parlais de Freinet. Il y a des expériences pédagogiques qui me semblent intéressantes. C'est par exemple la pédagogie de projet, où là, justement, l'enseignant n'a pas du tout le même rôle
que le rôle et les représentations traditionnelles qu'on peut en avoir. On fait plutôt équipe. Comment tu as déjà expérimenté des projets? Comment Les projets sont... Alors moi, je vais m'en emparer avec des enfants qui sont vraiment très réticents et qui ont beaucoup de mal à entrer dans les apprentissages, voire même qui sont dans l'opposition, dans la fuite, l'évitement. Et il y a des projets qui sont hyper porteurs. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que ça marche, la pédagogie de projet? C'est le sens et la place de chacun. Chaque enfant peut prendre place, il y a une place pour tous, et puis ça résonne en eux. Des projets, en tout cas dans une école, qui sont plus simples à mettre en œuvre, ça va être par exemple un journal. Chaque enfant peut, à son niveau, participer à un journal. On va prendre une photo, ou par un schéma, ou un dessin, quelques lignes, et effectivement, ça vient laisser une trace. Et l'enfant sait pourquoi il fait ça. Il va être lu. Donc, dans le cadre du projet, il y a aussi la notion de concret. On va vers un objet concret, on va vers une réalisation. C'est différent du thème. Hein. C'est pas un fonctionnement du thème, c'est un projet. Derrière ça, il y a un objet fini. On va s'approcher. Philippe Mérieux parle de la pédagogie du chef-d'œuvre. Et c'est ça. On vise le chef-d'œuvre. Et on dit à l'enfant que ce qu'on va concrétiser ensemble ou lui tout seul, hein, on s'approche de l'œuvre d'art, quoi. Donc il y a une attente aussi. Il y a une attente. Et l'enfant va se donner pour ça, parce que c'est son projet. Finalement, c'est pas le nôtre, c'est le sien. Et donc la place qu'on a dans ce cadre-là, c'est celui qui va... Nous, on accompagne. Accompagner. On accompagne. On soutient, on encourage, on propose. On propose. On propose. On réajuste, on met à la besoin. disposition de l'enfant. Et lui s'en empare. D'accord. Et on est flexible, on s'adapte, on écoute. Si lui préfère aller vers là plutôt que vers là, moi, où je voulais aller, eh ben on va dans la direction de l'enfant. Donc il faut être très au clair avec justement son rôle là-dedans. Tout à fait. D'accord. Et selon ce qu'on travaille, moi, je vais mettre l'accent sur la langue française, hein, donc être lecteur et écrire, hein, et bien comprendre ce que je lis. Par exemple, le journal scolaire, mais le journal tout court, hein, ou la tenue d'un blog, voilà. Tout ce qui passe par le français, les enfants s'en emparent vraiment, parce que ça leur parle. C'est actuel, et c'est leur journal, c'est leur blog. Et dans le cadre d'un plus grand groupe scolaire, mais ça peut également exister dans le cadre de l'IEF, parce qu'on peut faire... Il y a ce sentiment d'appartenance, d'équipe. On est porté, c'est un peu on est porté par le projet. Là, il y a quelque chose qui vient. Et quand on arrive à ça, enfin moi, quand je réussis ça, quand l'enfant est porté finalement par son projet, par les apprentissages, et plus par un enseignant ou un cadre, je trouve que c'est gagné, c'est bon. Voilà, c'est parti, quoi. Alors justement, par rapport à la posture de l'adulte, ce qui pourrait être intéressant aussi, puisque vous avez été dans des situations un petit peu d'opposition aussi avec Sophia, et c'est peut-être de voir comment, parallèlement à cette situation de projet, là c'est le projet qui est porteur, qui va faire qu'on a un sentiment d'appartenance, on fait équipe, et pour éviter ces confrontations, ce combat, combattre, parce qu'il y a quand même aussi ces épreuves-là, hein, parfois, voilà. Je me dis qu'il y a quelques ressorts qui peuvent être intéressants au niveau de la posture que peut proposer l'adulte pour prendre de la distance par rapport à cette opposition et ramener un peu de sérénité. Il y a par exemple le fait de s'en référer au hasard. Si on fait si on travaille par exemple sur une situation de problème, on peut piocher au hasard des choses. Vous voyez, quand on joue, est-ce que ça vous y avez eu recours? Non, le hasard. On n'a pas encore mis en place de projet ensemble, mais effectivement, après avoir échangé avec vous, c'est vrai que on commence à y réfléchir sur certains sujets bien spécifiques. Mais non, j'écoute vos propositions. Et dans cette idée-là, il y a aussi la loi qui est extérieure à laquelle chacun, toujours dans ce sentiment d'appartenance, l'adulte et l'enfant se réfèrent à cette loi-là. Il y a peut-être ça aussi. Est-ce que tu as des exemples où tu vois, en fait, ça peut être un rappel à la loi qui est commune pour tous, en fait, sur le déroulement. Et il y a effectivement la loi, les droits, mais aussi les devoirs, l'obligation d'apprendre. Hein.
d'apprendre, tout simplement. Il y a ce que vous faites avec cette flexibilité, mais aussi le choix. L'enfant peut choisir, je commence par cette activité plutôt qu'une autre. Oui, C'est ça Et- permet, ça permet aussi de d'avoir une distancer. autre posture. On en avait parlé lors des autres, des autres émissions, c'est aussi peut-être le jeu de l'humour, désamorcer. Comment on peut, quand c'est compliqué, dédramatiser. Il y a ce rôle-là aussi qui me semble. Est-ce que vous avez réussi à re-rentrer dans une spirale un petit peu plus sereine de cette manière-là? Je dirais qu'aujourd'hui, il y a même, il y a parfois, je suis obligée de recadrer parce que ça dévie trop en fait, et puis elle n'est pas impliquée dans l'activité. Mais quand même, de façon générale, je peux dire aujourd'hui que ça se passe bien, alors que c'était vraiment pas le cas il y a plusieurs mois. D'accord. Après, je vois qu'avec le papa en début d'après-midi pour faire les maths, c'est souvent plus compliqué parce que c'est l'après-midi et que le matin, je pense que c'est le moment, c'est comme tous les enfants, où elle est le plus disponible en fait pour les apprentissages. Mais non, aujourd'hui, en fait, alors elle répète qu'elle n'aime pas l'école, mais je vois quand même qu'elle fait les choses beaucoup plus naturellement. Est-ce qu'il y a d'autres postures qu'on pourrait trouver, ou est-ce qu'on a fait à peu près le tour et puis on peut revenir aux outils, aux éléments stables qui permettent d'être repérants? Est-ce qu'il y a d'autres... On peut aussi utiliser, par exemple en maths, il y a quand même de nombreux jeux qui existent, de nombreux jeux de société. Donc d'une manière ludique, proposer des activités... Où finalement on est deux. Donc là, en l'occurrence pour Sophia, son papa et elle, pour jouer en maths, par exemple au jeu de la marchande, il y a des jeux de cartes, des jeux de dés qui permettent vraiment de travailler en maths, les nombres, et qui sont à la fois plus ludiques, et ils sont deux. Elle n'est pas toute seule face à sa feuille. Et ça passe pas forcément par l'écrit. Et elle apprendra tout autant. Oui. Et c'est vrai que les jeux sont des très très bons supports d'apprentissage et sont vraiment valables. On ne peut pas les dénigrer, bien au contraire. Oui, ça c'est, elle le fait régulièrement avec son papa. Donc on a vu déjà pas mal de choses au niveau de la posture. Est-ce qu'on peut revenir à cette histoire de cadre, de bicyclette maintenant, et de tous ces éléments stables un petit peu? Qu'est-ce qu'on peut, à commencer par l'espace de travail, ce cadre-là? Est-ce qu'on peut donner quelques petites pistes à certains parents qui rencontreraient des difficultés dans le cadre des apprentissages sur justement pour les singularités de ces enfants, sur déjà comment penser l'espace de travail, sur des choses essentielles, des basiques? Vous y aviez réfléchi, vous le voyez bien, c'est à son bureau, parfois sur son lit quand c'est plus facile pour elle, pour Sophia. Ce qui aide vraiment un enfant qui aurait des difficultés d'attention, c'est un espace de travail relativement épuré. Sinon, on le voit, son attention va se porter sur son stylo rouge, sur son cartable, sur son sac, sur son livre, sur la photo, sur le petit oiseau qui passe. J'exagère à peine, je vous assure. Oui. Et effectivement, un espace de travail épuré, une présence resserrée de l'adulte qui va poser sa main, qui va même orienter les yeux, le visage vers la feuille ou le livre ou l'exercice. Tout ça, ça repère. Et puis le temps. C'est-à-dire, c'est vrai, quand on utilise une horloge, un timer, l'enfant sait que sur ce temps-là, c'est là, ici et maintenant, quoi. D'accord. Et c'est un temps déterminé. Je trouve que le cadre espace-temps, déjà, il est repérant. Et après, on peut ritualiser. On sait que tous les jours, à la même heure, on va commencer par ça, puis faire ceci, puis faire cela. Oui, sur le temps Ça des reste rituels. flexible, Les rituels, sûr. c'est très important d'ailleurs, les rituels. Et est-ce que tu pourrais justement nous donner des descriptions un petit peu des rituels types que tu pourrais faire et qui prennent place au sein de ta classe ou que tu as pu expérimenter Est-ce que ça dure 40 minutes? Est-ce que ça dure... Qu'est-ce que c'est qu'un rituel, quoi? Il y a un rituel d'accueil pour pouvoir entrer dans l'activité et se mettre au travail. Et c'est vrai que la plupart des enfants que moi j'accueille, que ce soit d'ailleurs en ITEP ou en Ulysse, avec des troubles de l'attention relativement marqués, les enfants arrivent et ils ont besoin. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin de se retrouver, de retrouver leur marque, et ça prend du temps. Et ça prend au moins 20 minutes.
Voilà. Donc ce rituel de l'accueil. Poser D'accueil. ses valises. Se poser, aller à la rencontre des autres enfants, des autres adultes, de l'enseignante, et ce temps où moi je dis aujourd'hui, alors bonjour, etc., la date, mais aujourd'hui, un tel va faire ceci, cela, et toi tu vas faire ceci, cela. Et chaque enfant sait ce que lui doit faire, mais ce que les autres vont faire. Tout le monde va Ça, faire. c'est important parce que souvent, on ne se rend pas compte en tant qu'adulte que l'enfant a besoin lui aussi d'avoir cette perspective. On ne Il se pourrait pas projette. supporter en tant qu'adulte de... Bien sûr, on n'a pas besoin de savoir dans le détail exactement tout ce qu'on va faire dans une journée, on n'en est pas là. Mais quand même avoir une perspective. Et on va plus loin. Aujourd'hui, tu vas faire tel exercice en français pour travailler, pour acquérir une lecture plus fluide. Par exemple, aujourd'hui, en mathématiques, tu vas travailler sur les grands nombres, entrer dans la multiplication. Voilà, on va expliciter au maximum pourquoi, comment et ce que fait l'enfant. Donc on donne du sens. Ouais. On va repérer l'enfant au maximum. Enfin, D'accord. Je m'efforce de faire ça tous les jours. On ne fait pas une activité pour une activité. Non, ouais. On essaye Les de enfants donner ont du besoin. sens. D'accord. Ouais. Et d'ailleurs, bon, je te laisserai. Non, vas-y. Et d'ailleurs, en fin de journée, on se retrouve et les enfants peuvent dire ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont aimé. Tu as un outil. Tu peux nous parler de ton Oui, outil oui, de oui. journal? Oui. On appelle communément ça un journal des apprentissages. Là, dans mon dispositif, on a appelé ça un carnet de bord. En fin de journée, les enfants ont un cahier dans lequel ils écrivent ce qu'ils ont fait dans la journée. Et c'est vrai qu'on voit les écrits des enfants évoluer. Les enfants qui ne peuvent pas écrire, ils vont le dessiner. Ils vont le schématiser. Mais ils peuvent dire qu'aujourd'hui, ils ont lu tel livre, telle page, ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont fait en maths, ce qu'ils ont fait dans leur classe, est-ce que c'était en histoire. Et au fur et à mesure des semaines, ils vont aller plus loin. Et vont se rendre compte justement Aujourd'hui, c'était le Moyen-Âge. Aujourd'hui, on a vu un film qui parlait de ci. Voilà, ce que j'ai préféré dans ma journée. Et pourquoi tu m'as parlé justement de cette conscientisation, de prendre un peu de la distance par rapport aux apprentissages, comment tu appelles ça? C'est de la métacognition. La métacognition. Oui. Alors c'est ce qu'on vise. La métacognition, c'est vraiment l'enfant peut dire comment il apprend. Qu'est-ce que j'apprends? Comment je l'apprends? Dans quelles conditions je l'apprends? Pour s'en rendre compte, grâce à ce journal de bord, l'enfant a écrit lui-même « Aujourd'hui, j'ai lu ». Aujourd'hui, j'ai fait une multiplication. Aujourd'hui, j'ai fait une multiplication et j'ai appris. J'ai réussi à faire une multiplication à 2 chiffres. C'est lui-même qui prend conscience de ses progrès, de là où il en est et de ce qu'il a fait ou pas d'ailleurs. Et il prend aussi conscience, parce qu'ils peuvent être plusieurs à passer la même journée dans la même classe, qu'un tel a retenu plutôt la leçon d'histoire et l'autre plutôt son cours de PS. Voilà, tous n'ont pas investi de la même manière les mêmes moments. C'est aussi ça la métacognition pour eux. C'est chacun sait ce qu'il a retenu de sa journée. Et en entendant le copain parler, il se dit tiens, c'est vrai que moi j'ai oublié de parler de ça. Et peut-être que c'était moins important pour moi. Et ce retour sur la journée, ce feedback, vient renforcer encore plus les apprentissages, je trouve. Aujourd'hui, j'ai lu, j'ai appris, j'ai fait. Et puis tiens, ça, je l'ai oublié, j'en ai pas parlé. Alors que quand même, ça m'a pris 20 minutes, quoi. C'est intéressant d'avoir ce... Ça vous donne envie d'expérimenter un petit peu? Ça, on le fait, je dirais, naturellement le midi, quand on se retrouve au repas. Donc, elle a passé quand même plusieurs heures avec mon apprentissage. Et donc, avec son papa, je lui demande, alors vas-y, explique à papa qu'est-ce qu'on a fait ce matin. Mais c'est pas quelque chose qu'elle a particulièrement envie de faire. Alors, des fois, on insiste, mais on leur dit « Oh, j'ai oublié ». Mais parce qu'elle n'a pas trop envie de le faire, en fait. Ce qui est assez fréquent avec les enfants. Un enfant qui rentre de l'école, alors c'était bien ta journée? Oui, oui, qu'est-ce que tu as fait? Oh, c'était bien. Mais j'ai mangé des pâtes et un steak haché, quoi. C'est vrai, c'est souvent ça. Les enfants n'ont pas forcément un retour sur ce qu'ils ont fait ou appris. Et comment on peut, quel moyen on peut utiliser aussi pour ne pas avoir le sentiment et la sensation d'être toujours débordé, d'être en retard, peut-être il y a des moments ou des bulles de temporalité qu'on peut s'octroyer dans la semaine pour pouvoir justement avoir cette sensation d'avoir le temps de faire. Ça, c'est important aussi. Est-ce qu'il y a des moments stables qu'on peut repérer dans la semaine? Je ne sais pas, est-ce que vous octroyez des temps de révision pour consolider certaines choses quand vous parliez de différer certaines activités? On le fait selon les sujets. Moi, je vais avoir tendance à le faire en début d'apprentissage.
en disant alors qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de la semaine, ou alors hier on a vu ça, ça. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment important. Et puis, par exemple, à midi, je vais lui reposer la question, alors sur un sujet, pour qu'elle m'explique. Et je vois qu'au fur et à mesure, ça commence en fait, à rentrer, quoi, parce que à force de lui poser les questions, de revoir, et puis c'est comme ça que ça va ancrer les apprentissages aussi. Et est-ce que vous avez des outils, du coup, puisqu'on a parlé de cette jolie évolution, que vous repérez dans ce que vous avez su mettre en place qui ont justement permis de passer à cette posture d'élève? D'autres outils? Moi, je pense que c'est vraiment le travail qu'on a fait au niveau de la famille et de l'accompagnement qui a par ailleurs, en fait, voilà, avec des thérapeutes pour la gestion du stress, la gestion de la mobilité, etc. Mais comme vous disiez, en fait, avant, j'avais l'impression de devoir toujours courir après le programme, et puis c'était un peu la course parce que j'avais une exigence aussi qui était forte vis-à-vis de moi, vis-à-vis d'elle. Et aujourd'hui, finalement, je me rends compte qu'on arrive à faire le programme de façon beaucoup plus cool, et tout ça en ayant commencé l'anglais, par exemple. Chose qu'au début, je me disais, mais comment on va caser ça? Ça me semblait un petit peu impossible, quoi. Et puis finalement, l'anglais, elle adore, elle prend ça comme un jeu, et puis en fait, elle apprend ça super vite. En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, on pourra le retrouver d'ailleurs dans le sommaire, vous y aurez accès sous l'émission, à toute ma boîte à outils qui donne des informations, qui donne des pistes pédagogiques aussi, qui renvoie à des vidéos. Vous aurez plein de petites pépites que vous pourrez retrouver en commentaire. Mais je pense que ce que vous nous dites, c'est très important. Évidemment, on peut parler des rituels, du plan de travail, de la réglette, de plein d'outils qu'on peut mettre en place. Mais ce que vous nous dites, finalement, c'est que c'est votre vision aussi de comment ça doit se passer. C'est aussi cette vision d'ensemble et ce recul que vous avez pu avoir qui vous a permis de revenir en fait avec un regard neuf. Et je pense que ça, c'est hyper important. On appelle ça aussi être capable de prendre assez de distance, justement. On appelle ça, et revenir, observer, prendre ce temps d'observation aussi qui peut paraître sur ce qui se passe, sur l'enfant en train de faire, pour pouvoir être à même, fort de cette observation, d'aller faire des plongées, des contre-plongées. Dans le temps ou directement, hein, mais en tout cas de revenir sur ce qui se passe avec un regard neuf. Et on en parlait toutes les deux, parfois, et on pourra terminer aussi par cet échange-là, il y a eu des fois où il y avait des petits craquages. Et on se disait, on se l'est dit avec Mintu tout à l'heure, finalement, ces craquages, ça permet aussi de prendre cette distance, de voir, voilà, de lâcher. Là, j'en peux plus, je suis au bout, et peut-être d'être ouvert à de nouvelles solutions, à un nouveau regard pour pouvoir y revenir. Mais est-ce que tu es d'accord là-dessus? Est-ce que tu... Complètement. Ouais. Parfois, la pression est tellement forte que craquer nous oblige à nous repositionner. Et peut-être aussi à voir ce qui est important, puisqu'il est moins, parce que c'est clair qu'il y a des choses qui sont moins importantes. Et que l'enfant se sente bien et qu'il ait envie, qu'il soit motivé, qu'il ait confiance en lui, c'est important, je trouve. Hein. Se redonner des priorités. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a envie de partager aussi? On avait échangé toutes les deux. Vous aviez vraiment, par exemple, envie de mettre en place de l'anglais avec Sophia. Et c'est toujours, vous pouvez nous expliquer ce qui est arrivé en bout de course. Et vous me dites aujourd'hui que ça y est, j'entends qu'il y a régulièrement de l'anglais. Donc c'est que vous l'avez souhaité, ce partage aussi, priorisé sur ce qu'on a. Vous pouvez nous en parler un petit peu justement de ce regard neuf. Quel est ce nouveau souffle finalement? Je pense que ce qui est important, c'est de savoir se remettre en question aussi, parce que je me rendais bien compte que en fait, la façon de faire, ça marchait pas, mais j'avais pas forcément trouvé les clés en fait pour faire différemment. Et puis, comme vous disiez, à un moment qu'on n'y arrive plus, en fait, la vie, elle nous fait faire les choses différemment, tout simplement.
Et ça implique de lâcher sur plein de choses. Mais du coup, ça s'est fait au niveau de notre famille. Enfin, là, ça a été un petit peu une révolution aussi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, notre vie de famille, la vie des apprentissages avec Sophia, ça n'a plus rien à voir. En peu de temps, finalement, vous vous rendez compte, en peu de temps. Je peux rebondir sur l'anglais. Ouais. L'anglais, en plus d'être un apprentissage important et même primordial de nos jours, est en tout cas là où je travaille avec des enfants avec des troubles ou des handicaps, a été un levier, mais auquel je ne m'attendais pas. C'est-à-dire que pour des enfants, par exemple, avec des problèmes d'attention, l'attention s'est retrouvée focalisée sur ce peu de vocabulaire qu'ils avaient à disposition. Et donc, par exemple, quand on travaille la numération ou le calcul rapide, le calcul mental en anglais, c'était inespéré comme tous les enfants étaient là. Parce qu'avec quelques mots, les nombres jusqu'à 100, il n'y a pas tant de mots que ça, ils étaient tous mobilisés, ils étaient tous là. D'accord ? Avec des enfants TSA, des enfants quasi non-verbaux, des enfants mutiques, l'anglais, ça a été magique. Mon hypothèse, c'est qu'il y a tellement de mots en français que les enfants n'osent pas. En anglais, ils avaient peu de mots à disposition, ils les utilisaient. Les choix étaient tellement restreints que donner une couleur, c'est une couleur, un bleu, c'est bleu, et puis c'est tout. Il n'y a pas d'hésitation possible. Et grâce à des séances en anglais, et pas des séances d'anglais, des séances en anglais, se sont mobilisés des enfants porteurs d'un TSA, porteurs de troubles de l'attention, des enfants même hyperactifs, qui se posaient là. Allez, c'est parti, on fait de l'anglais. Et comme ça ne passe pas par l'écrit, ni par la lecture, ni par l'écriture, mais on va utiliser par exemple des tapettes à mouches, des flashcards. Et les enfants vont bouger. Hop, cette carte-là, ils sont tous là. Et j'ai trouvé que l'anglais, mais ça aurait pu être de l'allemand, ou de l'espagnol, ou n'importe quelle autre langue, ça les a tous posés là. Honnêtement, j'ai trouvé ça magique. C'est un peu comme, donc là on repart à zéro, tout le monde au même niveau, il n'y a plus de degrés, etc. Exactement. Mais il y a d'autres endroits qu'on peut aller chercher comme ça. C'est aussi par rapport à ces enfants, c'est leur talent. Tout à fait. S'appuyer sur ce qui fait vibrer, les talents, qui permettent de se concentrer plus longtemps, qui permettent moi je pense que c'est vraiment important d'aller chercher au-delà de l'élève, enfin là c'est plus simple dans ce cadre d'instruction en famille, puisque l'élève est aussi l'enfant, mais c'est ce qu'on fait en tant que professeur, quand l'élève a des difficultés, on va chercher l'enfant. Et on va chercher l'enfant sur ses talents. Et on s'appuie dessus justement pour permettre la motivation, etc. Et je pense que ces enfants qui ont des troubles de l'attention et avec ou sans hyperactivité, il y a des éléments dont on n'a pas parlé. On a parlé de ce qui dysfonctionnait, mais il y a aussi de beaux éléments, et on pourrait terminer sur ça aujourd'hui, sur cette part-là. Comment est-ce qu'on peut les définir ? Il y a des super pouvoirs pour ces enfants. Oui, parce que les points forts deviennent pour nous des points d'appui. Vraiment, on s'appuie dessus pour pouvoir proposer et amener vers autre chose. Il y a de la créativité, par exemple. Oui, la créativité. Ouais. Mais le corps aussi. Le corps, et puis cette façon de... cet élan, cette énergie qu'il peut y avoir et qu'on ne retrouve pas chez d'autres enfants. Donc, on va peut-être terminer cette émission. Je pense qu'on a fait le tour de plein de manières différentes. On a envisagé de plein de points de vue différents un petit peu, justement, comment accompagner les apprentissages dans ce cadre-là. Est-ce que, Véronique, vous auriez envie de dire un petit mot de la fin ? On va faire un petit tour final. Et en tout cas, je vous remercie énormément pour cet accompagnement. Avec plaisir, c'est toujours partagé. En fait, pour rebondir ce que vous disiez sur l'anglais, je pense que c'est vraiment la part du ludique en fait dans l'apprentissage. Et avec le ludique, il y a vraiment tout qui passe, quoi. Et dans le cadre de ma fille, elle considère pas l'anglais comme un apprentissage. Pour elle, c'est pas de l'école. C'est un moment où elle va s'amuser. C'est vraiment un jeu, en fait. Et du coup, quand ça devient un jeu, on apprend super vite. Vous imaginez le champ des possibles en utilisant l'anglais. Dans tous les domaines d'apprentissage, vous pouvez l'exploiter.
Vous m'avez entendu? Non. Je disais, il y a donc pour vous un champ des possibles en termes d'apprentissage pour Sophia, en anglais, grâce à l'anglais. Vous pouvez l'utiliser vraiment... dans toutes les disciplines. Dans toutes les disciplines. Et en passant par le jeu, en passant par la langue anglaise, vraiment, vous pouvez aller loin, très loin, tout en gardant son attention. Non, c'est bien. Est-ce que ça a été compliqué, puisque là on clôt un petit peu, justement, je m'adresse à vous, Véronique, de vous exposer, de partager. Quelle a été votre expérience un petit peu tout au long de ces émissions que l'on a fait ensemble? Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à des familles, des Courpilles et au-delà, qui nous accompagnent? Moi, d'une façon générale, j'ai toujours considéré que partager son expérience, c'est pas forcément... il faut mettre une limite avec une certaine intimité, mais j'ai toujours considéré que on était un certain nombre à expérimenter, à vivre les mêmes difficultés. Et partant de ce postulat, en fait, je pense que c'est important en fait, d'échanger, parce que c'est comme ça qu'on nourrit la réflexion. C'est comme ça aussi qu'on grandit et puis qu'on accompagne de façon plus intelligente et plus sereine nos enfants. Merci Véronique. Et Mintu, alors du coup, cette expérience d'aujourd'hui, déjà je te remercie de m'avoir fait confiance et de nous avoir accompagnés aujourd'hui, de nous avoir permis de profiter de ton expérience. Est-ce que tu peux nous dire ton petit mot de la fin? C'est très important, c'est intéressant, mais encore plus important d'écouter les besoins de l'enfant, de les observer, mais aussi effectivement des parents. C'est parce que les enfants sont avec leurs parents, quoi, vraiment. Et entendre ça et pouvoir trouver le juste milieu, la bonne proximité, être suffisamment proche, mais pas trop, permet vraiment de faire avancer l'enfant, je trouve. Je te remercie d'avoir pensé avant moi. D'avoir pensé à moi et de m'avoir invitée, Charlotte. Ok. Eh bien, du coup, on va vous dire au revoir et puis on vous retrouvera bien vite. Bien évidemment, comme je vous le disais, vous pouvez retrouver notre petite boîte à outils avec plein de petites merveilles que je vous ai concoctées. Il y a plein de ressources auxquelles vous pourrez avoir accès dans toutes les disciplines, en mathématiques, en français. Il y a plein de petites ressources et plein de petites aides qui pourront peut-être faire écho chez vous. Voilà pour la suite. Donc je vous remercie toutes les deux et puis on se retrouve bien vite une prochaine fois pour un nouveau collab. Au revoir. Au revoir, Véronique. Au revoir.